Ok, là normalement c'est bon. Je me trompe. Voilà, là vous m'entendez bien. Je le sais. Voilà. Ok, donc je reprends ce que je disais dans le vent tout à l'heure. On va commencer par un petit texto guesseur puisque ça n'est pas très loin de commentaires de texte, puisqu'il s'agit de repérer des choses qui sont pertinentes pour le texte, pour comprendre le texte, etc. Et ensuite, on fera un petit exercice à partir du commentaire Demain dès l'aube, à partir du texte Demain dès l'aube de Hugo, où je vous montrerai un petit peu les réflexes qu'il faut avoir au brouillon, etc. Et ensuite, on parlera un petit peu plus du plan et de la méthode vraiment pour écrire avec donc Clément, que vous avez déjà vu sur cette chaîne, qui va nous donner quelques précieux conseils, puisque lui, il a l'habitude alors pas forcément de cet exercice-là, mais en tout cas des exercices type bac, et puis dans l'absolu des commentaires de texte, mais pas forcément de les expliquer. Donc voilà, 3 étapes. D'abord un texte guesseur, ensuite un brouillon à partir du poème que certains premiers ont fait lundi dernier, et ensuite un petit peu plus de mise en forme, des conseils méthodologiques avec Clément. Voilà pour ça. Donc nous sommes 6. C'est un petit comité, c'est très bien. Donc si vous m'entendez bien, que vous me voyez bien et que tout se passe bien, et ben on va passer au premier, au premier texte, tout en ayant un œil avisé sur Carlos Alcaraz et Yannick Sinner qui nous offrent une purge depuis environ 2h30. C'est toujours très satisfaisant. Alors, donc Clément nous a préparé à nouveau des textes. Et donc on va essayer de voir. Alors pourquoi je vous ai dit que justement TextoGuessr c'était une très bonne chose pour analyser des textes, c'est que on va essayer de voir tout simplement quels sont les indices que nous donne le texte, comment on peut essayer de le comprendre. Donc voilà, partons pour le premier texte. Donc qui a l'air d'être a priori un texte de roman. Gabriel extirpa de sa manche une pochette de soie couleur mauve et s'en tamponna le tarin. Qu'est-ce qui pue comme ça dit une bonne femme à haute voix. Elle pensait pas à elle en disant ça, elle n'était pas égoïste, elle voulait parler du parfum qui émanait de ce monsieur. Sa petite mère, répond Gabriel, qui avait la vitesse dans la répartie, c'est Barbouze, un parfum de chez Fior. Ça devrait pas être permis d'empester le monde comme ça, continua la rombière sûre de son droit. Si je comprends bien, petite mère, tu crois que ton parfum naturel fait la pige à celui des rosiers. Eh bien, tu te trompes, petite mère, tu te trompes. T'entends ça dit la bonne femme à un petit type à côté d'elle, probablement celui qui avait le droit de la grimper légalement. T'entends comme il me manque de respect, ce gros cochon. Le petit type examina le gabarit de Gabriel et se dit c'est un malabar. Mais les malabars, c'est toujours bon. Ça profite jamais de leur force, ça serait lâche de leur part. Tout faro, il cria tu pues, gorille. Gabriel soupira. Encore faire appel à la violence. Ça le dégoûtait cette contrainte. Depuis l'hominisation première, ça n'avait jamais arrêté. Mais enfin, fallait ce qu'il fallait. C'était pas de sa faute à lui, Gabriel, si c'était toujours les faibles qui emmerdaient le monde. Il allait tout de même laisser une chance aux moucherons. On répète un peu pour voir qu'il dit Gabriel. Un peu étonné que le costaud répliqua, le petit type prit le temps de fignoler la réponse que voici. Répétez un peu quoi. Pas mécontent de sa petite formule, le petit type. Seulement, l'armoire à glace insistait. Elle se pencha pour proférer cette pentasyllabe monophasée. Ce que t'as dit tout à l'heure. Alors, c'est un texte pour le moins déroutant. En tout cas, c'est pas ce qu'on a l'habitude de croiser dans, dans nos lectures à nous, et puis même pour le bac. Je pense pas que vous auriez quelque chose comme ça au bac. Mais qu'est-ce que ça nous dit, justement, ce texte? Déjà, on peut remarquer qu'il y a un ton qui est extrêmement oral. Ça, c'est la chose qui frappe d'abord, et c'est d'abord ça qu'il faut remarquer. Il y a un ton qui est très oral, il y a un ton qui est volontairement outrancier, qui est carrément vulgaire par moment. Il y a l'idée, celui qui avait le droit de la grimper légalement, etc. Bon bref, il y a l'idée de la puanteur, tout ça, ça nous invite plutôt du côté de l'oralité, même d'un milieu plutôt populaire. Donc ça, c'est, vous voyez, à ce stade-là, on connaît rien du texte, mais on peut se dire au moins, bah, c'est une scène de dispute. Ça, au minimum, on peut dire ça. C'est une scène de dispute, de provocation, où ça joue les petits bras, et il s'agit vraisemblablement d'un milieu plutôt populaire, parce qu'on a des termes qui sont associés au milieu populaire, justement. Là, on a le terme de barbouze. On a toutes les petites choses du type petite mère, donc toutes les petites allusions, le vocabulaire,
un peu outrancier, il y a le gros cochon, il y a bon, voilà, toutes ces illusions-là. Au passage, vous voyez que on a ici par rapport à la négation, ce dont on avait déjà pu parler en grammaire, là ici on n'a pas les deux termes de la négation. Ça ne devrait pas être permis, c'est ça devrait pas être permis. On a seulement le deuxième. Donc on sait qu'on est dans quelque chose de plutôt populaire. Ok. Maintenant, à partir de ça, ce qu'il faut se dire, c'est que il y a eu un tournant dans l'histoire de la littérature française. Et ce tournant, il s'appelle Louis-Ferdinand Céline, qui, à partir du début du XXe siècle, donc des années 1930, il décide de faire rentrer l'oralité dans justement dans l'écrit. Voilà, donc ce tournant-là, ça s'appellera Voyage au bout de la nuit, et ça marquera vraiment un tournant. Donc, à partir de ce moment-là, on sait qu'on est sur de la littérature après le XXe siècle, enfin après 1930, puisque on n'aurait pas vu ça avant Céline. Ok. À partir de ce moment-là, ce qu'on peut remarquer aussi, c'est que ce vocabulaire très oral, on le trouve dans un certain type de littérature. Souvent, c'est de la littérature un petit peu policière, un petit peu... vous voyez, on est dans un roman noir, on est dans ces films un petit peu, limite les films un peu à la Audiard, pour ceux à qui ça dit quelque chose. Donc, on sait qu'on est dans cet univers-là. Moi, ça me fait un peu penser aux années 50. Donc, c'est un petit peu les indices qu'on a, mais en tout cas, on remarque, voilà, on a des indices, donc on sait qu'on est sur de la littérature, a priori, deuxième partie du XXe siècle, a priori, moi je dirais, donc, qui met en scène quelque chose d'assez populaire, avec des scènes de bataille un peu viriles, etc. Donc tout ça, c'est très l'univers des années 50-60. J'irai pas pousser forcément jusqu'aux années 70 parce qu'on n'a pas tellement de traits de modernité. Donc, je pense que tout ça, ça nous mettrait sur une fausse piste. Après, voilà, ça, là, ce que tu as dit tout à l'heure, ça peut laisser entendre que c'est des choses plus un peu plus tard. Donc voilà, pour celui-là, je hasarderai pas de nom, parce que franchement, il n'y a rien qui me vient. À part le nom de Céline, mais ça me paraît vraiment pas être Céline. Et sinon, un roman noir du début, enfin de la moitié du 20e. Donc pour celui-là, je dirais ça. Mais vous voyez que là, rapidement, si on avait des enjeux à trouver, bah, c'est une scène de dispute. Et c'est une scène de dispute qui met en scène un petit gars avec un grand gars, un malabar. Donc là, vous voyez qu'au niveau des enjeux, il y a l'idée, par exemple, de la baston, qui va gagner, etc. Bah, ça va aller pour les indices, on verra plus tard, Clément. Je pense que pour l'instant, je vais essayer de me débrouiller tout seul à la manière de Yannick Sinner qui sert pour éviter la perte du quatrième set. Je vais finir en commentant ce match. Ok, donc pour le texte 1, on va en rester là, peut-être qu'on reviendra dessus après. Passons au texte 2. Et là, on change radicalement d'ambiance. Ô long désir, ô espérance vaine, triste soupir et larmes coutumières, a engendré de moi maintes rivières, dont mes yeux verts sont sources et fontaines. Ô cruauté, ô duretés inhumaines, piteux regard des célestes lumières, du cœur transi, ô passion première, estimez-vous croître encore mes peines? Qu'encore amour sur moi son arc essaie, que nouveau feu me jette et nouveau dard, qu'il se dépite et pis qu'il pourra faire. Car je suis tant navré en toutes parts, que plus en moi une nouvelle plaie, pour m'empirer, ne pourrait trouver place. Alors, là, on change effectivement radicalement d'époque, j'ai l'impression. En tout cas, on n'est pas sur une ère post-moderne, on n'est pas sur une ère de la déconstruction comme a pu l'être le 20e. Là, on est très construit. Au long désir, ô espérance vaine, on est même sur du décasyllabe. Donc, là, on est sur de la poésie qui est très stricte. Alors, les petites originalités qu'on peut trouver. Vous voyez qu'en poésie, il y a une règle qui s'appelle, au niveau des rimes, l'alternance des rimes féminines et des rimes masculines. Rimes féminines, c'est les rimes qui finissent en E. Vous voyez, veine, c'est une rime féminine. Et par exemple, si vous avez, je sais pas, plein, bah ça, c'est une rime masculine. Ok. Par exemple, ici, d'art, ça, ce serait une rime masculine. D'art, par, voilà. Parce que ça finit pas par un E, là, en l'occurrence. Ok. Donc, on sait qu'on est sur de la poésie relativement construite, même si là, on remarque quand même qu'au niveau des rimes,
il n'y a pas d'alternance et que c'est la même rime à chaque fois. On est sur une rime A. Veine, coutumière. Alors, on n'a pas la même rime, mais par contre, elle est toujours féminine. Voilà. Donc, rivière et coutumière, donc rime embrassée. Inhumaine et fontaine, donc on a les mêmes rimes ici, avec aussi les mêmes là. Donc on est en gros sur A, B, B, A, B, B, A. Donc là, on reste sur ce schéma-là. Ok, donc maintenant qu'on a dit ça, ce qu'il faut qu'on remarque, c'est quelque chose qui saute aux yeux. Alors, est-ce que le chat saura me dire pourquoi il y a des choses qui sautent aux yeux là-dessus? Alors, les peu de personnes qui sont dans le chat, mais peut-être que Noah aura un avis là-dessus. Et étant donné qu'on est un peu perdu, est-ce qu'on n'a pas des petits indices qui peuvent nous sauver pour nous permettre de trouver quelque chose d'un peu spécifique, qu'on ne trouve pas forcément dans d'autres poèmes? Alors, il y a les hauts très fréquents. Alors ça, c'est le signe d'une espèce de lyrisme. Euh, au que ma qui éclate, au que j'aille à la mer dans le bateau ivre, il y a une espèce d'idée un peu grandiloquente qui peut être parodique à partir d'une certaine époque. Ça, c'est certain. Maintenant, là, j'ai pas l'impression que ça le soit, mais donc à une époque, c'est devenu très parodique. Mais là, c'est juste aussi un cliché d'une poésie d'une certaine époque. Euh, Notamment, voilà, on n'est pas loin du XVIe, de la poésie de la Renaissance, la Pléiade, etc. Mais il y a quelque chose qui est un peu particulier. Justement, si on pense au fait qu'on est au XVIe siècle, ou pas loin, imaginons ça pour l'instant, il y a des choses qui devraient nous déranger un petit peu, ou pas nous déranger, mais en tout cas nous interpeller. En tout cas, moi, j'avais aucun indice avant de me dire, ah tiens, là, il y a quelque chose de bizarre. Donc, pour moi, c'est le temps navré en toute part. Car je suis tant navré en toute part, ça nous dit que la personne qui parle est une femme. Et à partir de là, ça réduit considérablement le faisceau d'indices, puisque des femmes poétesses, il n'y en a pas beaucoup. Alors, il y en a, faut pas se méprendre là-dessus. Moi, tout de suite, décasyllabe plus femme, ça me fait penser à Louise Labbé. Parce que c'est une des seules poétesses de la Résistance, donc elle appartenait à l'école de Lyon. C'est une des seules poétesses de la Résistance. De la Renaissance. Il y a l'idée justement de la tristesse amoureuse, donc c'est très dans le lyrisme, c'est très dans la chose de l'époque. Duretés humaines, vous voyez ces petites originalités, la dureté, pour éviter d'avoir dureté et donc d'avoir un... C'est exactement ce qu'on appelle une licence poétique. On triche avec l'orthographe pour avoir le bon nombre de voyelles. Qu'encore amour. Alors là, typiquement, ça sonne poésie lyrique du XVIe. Pourquoi? On a la licence poétique, donc du encore sans le E, pareil, pour gagner une rime. Et on a amour, donc là, l'allégorie de l'amour qui vient nous interpeller sur ça. Donc, en plus, le poème le plus connu de Louise Labbé, c'est Je vis, je meurs, je me brûle et me noie. Et elle dit à un moment, ainsi amour constamment me mène. Donc, elle fait déjà référence à ça. De nouveaux feux pour parler des flammes, etc. Et de nouveaux dards qu'il se dépite et puis qu'il pourra face. Même en termes du vocabulaire, ça reste cohérent. Je pense que éventuellement, il pourrait y avoir ce genre de poème au 19e, encore. 18e, il n'y a pas beaucoup de poèmes du 18e, en tout cas pas beaucoup qu'on a retenu. Donc ça va être soit 16 et 17, c'est pas assez classique pour ça, soit 19, dans un élan un peu romantique. Maintenant, Au long désir, aux espérances vaines, etc., plutôt une femme. Et en plus, là, vous remarquez que ce que je disais par rapport aux rimes féminines, et ben en fait, tout le début, ce sont que des rimes féminines. Donc ça pourrait être un clin d'œil de la poétesse, justement, sur ça. Donc moi, je dirais que c'est que c'est Louise Labbé. Voilà. Tandis que Alcaraz vient de s'emparer du dernier set. Donc c'est pas impossible qu'il y ait une pause d'ici une demi-heure si jamais ça s'emballe un peu trop. Ok, donc moi
moi je dirais que voilà, c'est Louise Labbé, donc plutôt XVIe siècle. Voilà, ça, c'est pour le texte 3. Et on passe donc au texte 2, et on passe au texte 3. Il s'appelait Loulou. Son corps était vert, le bout de ses ailes roses, son front bleu et sa gorge dorée. Mais il avait la fatigante manie de mordre son bâton, s'arracher les plumes, éparpiller ses ordures, répandait l'eau de sa baignoire. Madame Aubin, qui l'ennuyait, le donnait toujours à Félicité. Elle entreprit de l'instruire. Bientôt il répéta « Charmant garçon, serviteur, je vous salue, Marie ». Il était placé auprès de la porte, et plusieurs s'étonnaient qu'il ne répondît pas au nom de Jacot, puisque tous les perroquets s'appellent Jacot. On le comparait à une dinde, à une bûche, autant de coups de poignard pour Félicité. Étrange obstination de Loulou, ne parlant plus du moment qu'on le regardait. Quand il descendait l'escalier, il appuyait sur les marches de la courbe de son bec. Levait la patte droite, puis la gauche, et elle avait peur qu'une telle gymnastique ne lui causât des étourdissements. Il devint malade, ne pouvant plus parler ni manger. C'était sous sa langue une épaisseur, comme en ont les poules quelquefois. Elle le guérit en arrachant cette pellicule avec ses ongles. Monsieur Paul, un jour, eut l'imprudence de lui souffler aux narines la fumée d'un cigare. Une autre fois, que Madame Lormeau l'agaçait du bout de son ombrelle, il en rapa la virole. Enfin, il se perdit. Elle avait posé sur l'herbe pour le rafraîchir, s'absenta une minute et, quand elle revint, plus de perroquet. D'abord, elle le chercha dans les buissons, au bord de l'eau et sur les toits, sans écouter sa maîtresse qui lui criait « Prenez donc garde, vous êtes folle !» Ensuite, elle inspecta tous les jardins de Pont-l'Évêque, et elle arrêta les passants. « Vous n'auriez pas vu, quelquefois, par hasard, mon perroquet ?» À ceux qui ne connaissaient pas le perroquet, elle en faisait la description. Tout à coup, elle crut distinguer, derrière les moulins, au bas de la côte, une chose verte qui voltigeait. Mais au haut de la côte, rien. Un porte-balle lui informa qu'il avait rencontré tout à l'heure à Melaine, dans la boutique de la mère Simon. Elle y courut. On ne savait pas ce qu'elle voulait dire. Enfin, elle entra, épuisée, les savates en lambeaux, la mort dans l'âme, et, assise au milieu du banc, près de madame, elle racontait toutes ses démarches quand un poids léger lui tomba sur l'épaule. Loulou! Que diable avait-il fait? Peut-être s'était-il promené aux environs. Elle eut du mal à s'en remettre, ou plutôt, ne s'en remit jamais. Eh ben, je vois pas du tout ce que ça peut être. Donc, si on essaye de procéder un petit peu méthodiquement, déjà ce qu'on peut dire, c'est que c'est une page de récit, donc vraisemblablement un roman, peut-être une nouvelle vu la légèreté de l'histoire, mais en tout cas, voilà, c'est un récit qui vient nous faire, qui vient nous montrer une situation donc, dans laquelle il s'agit d'un perroquet, perroquet auquel on voit que sa maîtresse accorde beaucoup plus d'importance que si c'était un perroquet, puisque elle tente de l'éduquer un petit peu, vous voyez, on le voit avec la manière qu'elle a de parler de lui. Elle dit charmant garçon, donc il y a clairement une espèce de personnification de ce perroquet. Et vous voyez qu'il y a son originalité du fait qu'il s'appelle Loulou, puisque les autres s'appellent Jacot, etc. Bon, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il s'agit un peu d'une anecdote, donc c'est une histoire un peu légère, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de grand drame, il n'y a pas de choses terribles. Pourtant, là, le personnage principal, lui, il est perturbé par ça. Félicité, elle est perturbée par ça, elle ne prend pas la chose à la légère. Et donc, de ce point de vue-là, on est face à une situation où, pour la majorité des gens, il ne s'agit pas d'une personne. Par contre, pour elle, il s'agit bien de quelque chose. Donc, là, pour repérer, on va dire un peu mécaniquement, quand il s'agit de s'interroger sur la datation de ça, dès qu'on voit du roman, il y a de fortes chances pour qu'on soit dans le 19e. Évidemment, ça peut être le 20e aussi, mais par défaut, je dirais que le grand siècle du roman, c'est le 19e. Donc, on va être dans ces eaux-là. Maintenant, on se souvient qu'on s'était fait avoir la dernière fois avec Rousseau. Le Madame Aubin, Félicité, tout ça, c'est aussi des noms qui sont un peu anciens. C'est-à-dire vous ne trouveriez pas beaucoup de Félicité dans les textes, on va dire, après justement le début du XXe. Ça ne pourrait pas être dans le même esprit que le premier texte qu'on a vu. On n'a pas d'indice de modernité non plus. C'est-à-dire que là, on n'est pas à même de pouvoir dire il s'agit plutôt de ça, il s'agit plutôt de ça. Éventuellement, il y a l'idée du porte-balle. Donc porte-balle, c'est une manière de désigner aussi les policiers. Il y a la question de la boutique de la mère Simon. La boutique de la mère Simon, là pareil, on trouverait
retrouverait sans doute pas ça au 17e, 18e. Euh, donc, moi, je dirais plutôt le 19e. D'autant plus que Clément nous parle, on peut peut-être trouver l'époque et le mouvement. Au 20e, il existe peu de mouvements à proprement parler, en tout cas pour ce qui concerne le roman, sauf si on parle du nouveau roman, mais là, il n'y a pas de trace du nouveau roman spécifiquement. Donc, moi, je dirais plutôt 19e. Après, s'il s'agit de mouvement, est-ce qu'on est plus sur du romantisme ou est-ce qu'on est plus sur du réalisme, voire du naturalisme? Euh, Il me semble pas qu'il y ait beaucoup de traces, d'une part, de romantisme, d'autre part, même de réalisme, on n'en a pas trop. Alors, c'est une scène qui est plutôt réaliste, mais maintenant, il n'y a pas grand-chose. Moi, j'ai un peu un réflexe Balzac quand je sais pas dans ces cas-là. Maintenant, ça sonne pas non plus archi Balzac. Les prenez donc garde, vous êtes folle, etc. Bon, pareil, quand c'est un peu plus précieux que Balzac, j'ai tendance à dire Proust, mais là on retrouve pas du tout l'esprit de Proust. Euh, donc voilà, on est bien coincé. Là, je dirais que sur les textes, pareil, je m'en tire peut-être mieux sur la poésie, mais je suis aussi bloqué là-dessus. L'époque, moi, je vois pas ailleurs que le 19e, à cause de la question de la boutique de la mère Simon, à cause de Félicité, etc. Maintenant, je suis un peu coincé. Oui, le texte, t'as raison, Noé, il s'emballe pour pas grand-chose à la fin. Et donc là, typiquement, si on l'avait en commentaire, ce texte, ce serait le genre de choses qu'il faudrait noter. On se retrouve avec... voilà, elle est en train de... elle est au bord, enfin, elle est la mort dans l'âme. Hein. Donc c'est comme si elle avait perdu son enfant. Littéralement, d'ailleurs, si on fait pas attention, on a l'impression que c'est son enfant. Si on oublie 2 secondes qu'il s'agit d'un perroquet, il s'agit de ça. Et d'ailleurs, elle eut du mal à s'en remettre, ou plutôt ne s'en remit jamais. Donc vous voyez qu'il y a une espèce de sentiment que c'est trop pour son petit cœur. Donc, voilà. Et oui, Clément nous dit, c'est vrai que Balzac a écrit 50% des romans du 19e. C'est tout à fait vrai. C'est d'ailleurs pour ça que certains ont tendance à identifier Balzac à Joule, et avec raison régulièrement. Donc, alors Drama Queen, je sais pas. En tout cas, vous voyez, là, c'est le personnage. Si vous pensez à une dame d'un certain âge qui a beaucoup d'affection pour les animaux, bon, c'est un peu le personnage archétypal de la vieille fille. Vous voyez, c'est celle qui a jamais trop eu ni la possibilité d'avoir des enfants, ni forcément d'aventure amoureuse, ou alors il en avait eu il y a longtemps. Donc voilà, on dit, a priori, c'est pas Balzac. Ça manque un peu d'ironie. Pour que ce soit Balzac, ça manque un peu d'ironie. Après, bon, à moins qu'il ait été chercher un auteur un peu alambiqué, les auteurs du 19e, alors je pense que véritablement, il ne pourrait pas s'agir de Stendhal, par exemple, qui a un côté beaucoup plus romantique et plus difficile à classer. Je pense qu'on est dans la deuxième partie quand même du 19e. Et donc, deuxième partie du 19e, ça laisse pas beaucoup de choix. Enfin, ça laisse... S'il y a beaucoup de choix, mais parmi les non connus, il y en a plusieurs qui occupent le haut du panier. On a Flaubert, mais là, il n'y a pas de trace d'ironie, donc a priori, pour Flaubert, c'est non. Et maintenant, il nous reste du Maupassant, il nous reste du Zola, euh, au niveau des auteurs, voilà, un peu marquants. Peut-être Hugo, mais Hugo, c'est un peu plus, grandiloquent. Je sais pas, Hugo, il y a un style un petit peu plus empoulé. Enfin, pas empoulé, mais je sais pas, c'est plus grandiloquent. Je sais pas, j'ai pensé à Maupassant là sur la fin. Je dirais Maupassant, mais si Clément a dit que c'était compliqué, ça aurait pas été compliqué de repérer Maupassant. Donc je dis, allez, je dis Maupassant sans trop y croire. Donc, si vous avez des pronos à faire, c'est le moment avant qu'on passe au Solus.
tandis que le match a repris du côté du cours Philippe Chatrier. Donc si vous avez des propositions, c'est maintenant qu'il faut les faire. Alors. Donc auteur majeur, mais pas une œuvre connue. Bon, de toute façon, je ne laisserai pas aller chercher du côté de l'œuvre. Mais donc auteur majeur, si on est au 19e, c'est... il n'y en a pas des masses, hein. Si je me retourne... il ne nous aurait pas remis du Théophile Gautier. Donc je pense qu'au niveau des romanciers, on serait sur... ouais. On serait plutôt sur ça. Donc, allez, lançons-nous. On va voir ce qu'il en est. Donc, j'ai cité. Bon, bah, je bloque Maupassant, comme ça on verra après. Alors, pour le premier, c'est le premier qui m'a le plus intrigué, j'avoue. Et donc, pour le premier, il s'agit de Raymond Queneau. Et oui, Raymond Queneau. Raymond Queneau, donc Zazie dans le métro. C'est un texte assez étonnant de ce qui est typique du nouveau roman, donc ce qu'on a appelé le nouveau roman, à savoir, c'est sont les auteurs qui ont un peu rebattu les cartes, c'est-à-dire qu'ils se sont dit, on va pas rester dans... j'ai donné la deuxième réponse un peu trop tôt. Donc, Zazie dans le métro en 59, ça c'est typiquement donc le nouveau roman. Donc c'est pas un mouvement à proprement parler, mais c'est plutôt plein d'auteurs qui ont commencé à interroger un petit peu la base qu'ils avaient eue du roman. C'est-à-dire que vous aviez le roman qui avait des codes précis, il fallait des descriptions, il fallait des personnages bien déployés, il fallait qu'on puisse les comprendre, les analyser, etc. etc. Bien. Donc à partir de ça, ils se sont dit, est-ce qu'on n'a pas un peu fait le tour du roman? Est-ce qu'il ne faudrait pas un peu sortir des codes préétablis? Donc introduire par exemple de l'oralité, ça c'est venu avec Céline, qui n'était pas du nouveau roman, mais on va arrêter de donner des noms précis pour les personnages, ou on va arrêter de mettre des enjeux, et surtout on va arrêter de considérer qu'il y a une haute littérature et une plus basse littérature. Typiquement, la remise en question de la hiérarchie des genres, elle s'accomplit d'autant plus avec le nouveau roman qui décide de mélanger un petit peu ces choses-là. Et donc là, vous voyez, le fait qu'on ait trouvé qui est un petit peu du roman noir, un petit peu ce genre de choses, et ben ça nous montre à quel point il a été... à quel point il a décidé de mélanger les genres. Et donc c'est pour ça qu'on retrouve un peu cet esprit-là, à la fois une forme de légèreté, un petit peu un côté burlesque, un petit peu un côté audiard, c'est aussi parce que on commence à avoir une influence du cinéma dans la littérature. Ce qui était déjà un peu présent au début du siècle, là on le retrouve vraiment à partir de la deuxième moitié du XXe. Donc là, vous voyez, typiquement, on est quasiment dans la période Nouvelle Vague, donc il y a déjà des films un peu plus dans la rue qui sont sortis, et en même temps ce genre de parler qu'on pourrait facilement retrouver au cinéma. Donc Zazie dans le métro, qui est un livre qui est très rigolo. Et alors Clément nous dit, c'est pas complètement impossible qu'un passage de Queneau passe au bac. Zazie dans le métro était déjà au programme il y a 10 ans. Donc vous voyez, il faut être capable d'analyser ça. Mais donc, typiquement, vous voyez que là, ce serait pas du tout incongru, si vous aviez un commentaire de texte à faire, de mettre en avant le côté un petit peu peuple, un petit peu populaire. Tout ça, c'est des éléments qu'il faut noter avec ce genre de phrases très courtes, encore faire appel à la violence, phrases sans verbe conjugué, des phrases courtes, etc. Il y a un côté un petit peu brut de décoffrage et tout. Donc ça, c'est assez intéressant à noter. Et donc le nouveau roman, typiquement, ce qu'il y a à noter, c'est que c'est une période de renouveau du roman où on tente d'autres trucs. Raymond Queneau, il est principalement connu pour... Alors, attends, je vais essayer de vous le montrer. Il est connu pour ses exercices de style. Alors, capture de fenêtre. Hop. Hop. Alors. Donc... Il est connu pour les exercices de style, pardon, dans lesquels en fait il va prendre une même histoire,
qui va mettre sous plein de manières différentes. Alors, je sais pas si on va le voir ici. Donc, en gros, c'est l'histoire d'un type qui s'est bousculé dans le bus et il va et en gros Raymond Queneau va prendre cette histoire-là, il va essayer de la raconter de plein de manières, c'est-à-dire tout à l'imparfait du subjonctif, ou tout comme si c'était une pièce de théâtre, ou alors comme si c'était une poésie en alexandrin, etc. Donc là, vous voyez, composition de mots, jeu plateforme d'autobus, ou enfin bref, voilà. Donc il a essayé plein de manières de raconter une même histoire. Et en fait, on pourrait un peu résumer le nouveau roman à ça, c'est-à-dire les nouvelles manières de raconter des histoires. Donc, voilà pour ce premier texte. Donc, c'est pas mal de nous avoir fait. Merci Clément pour nous avoir montré un petit peu de Queneau pour nous permettre de parler un petit peu de tout ça. Alors, tandis que j'ai disparu. Ok. Alors, tac. On va essayer de se remettre. Voilà. Donc, ça c'était pour le premier. Et pour le deuxième, on l'a vu tout à l'heure, mais j'avais effectivement bien trouvé Louise Labbé dans ses sonnets. Bon, là, il n'y a pas. Si vous voyez une femme dans un poème qui a plutôt l'air d'être de la Renaissance, ce sera sans doute Louise Labbé. Et nous, ce qui nous intéresse particulièrement, c'est donc l'expression féminine du lyrisme, un féminisme, féminine, pardon, du lyrisme. C'est-à-dire qu'elle reçoit plus qu'elle ne. Comment dire? Elle est dans une autre posture que les poètes qui sont dans la séduction. Là, elle est davantage dans la réception, dans la complainte. Voilà. C'est ça qui peut particulièrement nous intéresser. Ok, donc on a ça. Et maintenant pour le dernier, qui était donc un peu plus compliqué, on va se retrouver avec. C'était Flaubert. Donc je me suis planté. Il ne s'agissait pas du tout de ça. Alors pour Flaubert, là, moi j'avoue que je ne suis pas un très grand connaisseur de Flaubert, mais dans ma tête, c'est le repère principal, c'est l'ironie. Et là, là, comme je ne l'ai pas vu, je me suis planté. Donc, vous voyez que c'est pas une science exacte, mais qu'est-ce qui aurait pu nous permettre de le repérer, ce Flaubert? Je sais pas bien. Ou alors il faudrait voir de l'ironie justement dans cet aspect un petit peu drôlatique de tout ça, mais bon, il se moque pas tellement de son personnage, donc là j'avoue j'avais pas tellement d'outils. Mais voilà, en tout cas, là où on ne s'était pas trompé, c'était roman 19e, et puis justement le côté histoire légère, traité un petit peu avec gravité, c'est ça qui aurait pu nous intéresser. Voilà pour ça, tandis que Carlos Alcaraz a fait le break face à Yannick Sinner. Alors, maintenant qu'on a dit tout ça, eh bien je vous propose qu'on passe, en tout cas pour ceux qui restent encore, qu'on passe à la dissertation. Donc, pardon, j'ai dit la dissertation, je voulais dire évidemment le commentaire. Donc pour le commentaire, déjà, ce qu'on peut dire, c'est que c'était un texte de poésie et que le jour J, vous auriez sans doute un petit peu plus de longueur que ce simple poème de Demain dès l'aube, donc que je vais remettre et rappeler. Alors, hop, voilà, ici. Tac.
et retour du son. C'est bien Noah, c'est peut-être le seul à suivre. En tout cas, il réagit. Donc, voilà, j'avais donné ce poème-là. Alors pourquoi je l'avais donné? Parce qu'il était dans une certaine continuité avec Rimbaud qu'on avait déjà fait. Et en plus, comme on a fait un exercice en 2 heures, l'idée c'était de travailler un petit peu plus sur un texte entier plutôt que sur un extrait. Bon, bref. Donc, quand on est face à ce genre de poème, donc je vais d'abord vous le lire et ensuite on va en discuter un petit peu plus précisément. Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne. Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Je marcherai, les yeux fixés sur mes pensées, sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit, seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées, triste. Et le jour pour moi sera comme la nuit. Je ne regarderai ni l'or du soir qui tombe, ni les voiles au loin descendant vers Harfleur. Et quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe un bouquet de houverts et de bruyères en fleurs. Donc, ce poème, il est issu du recueil Les Contemplations. Avant toute chose, sachez que si vous avez un poème, oui, c'est très triste, si vous avez un poème comme ça le jour J, quand vous le citez dans votre devoir, les Contemplations, donc là vous voyez c'est en italique, vous dans votre copie ça doit être souligné, tandis que le poème, alors là il n'a pas de titre, donc la tradition veut que quand il n'y a pas de titre, on utilise le premier vers, là plus précisément on s'est même arrêté à là, simplement demain dès l'aube, et donc vous allez le citer comme ça, vous allez citer le poème ainsi, dans votre copie, voilà pour ça. Donc, demain dès l'aube, ce qu'on vous préciserait sans doute si jamais ce genre de texte devait tomber le jour du bac, c'est que c'est un poème qu'il a écrit à la suite de la mort de sa fille Léopoldine, donc qui était mariée depuis peu de temps et qui s'est noyée. Et il faut savoir que il n'a pas pu écrire pendant très longtemps parce que il était justement bouleversé par ça. Donc, alors je vais essayer de vous montrer ce qu'a fait justement Hugo. Alors, il y a deux choses. Donc, Léopoldine, elle est morte noyée en 1843. Là, on regarde le poème Les Contemplations, il a été écrit en 1856. Alors, on voit qu'il y a quand même un temps. Et donc, rien que dans ce temps-là, il y a une acceptation du deuil. Donc, on vous préciserait peut-être l'année de sa mort, ou alors simplement on vous dirait qu'elle est morte. Et ce qui est intéressant, c'est que Victor Hugo, c'est un poète qui a écrit énormément de choses. C'est-à-dire qu'il savait écrire à peu près sur tout, sauf que le jour où sa fille est morte, dans le poème Les Contemplations, dans le recueil, pardon, on retrouve... Alors, j'arrive pas à le trouver sur Internet, donc je vais juste regarder. Voilà. Donc, le jour où sa fille est morte, il n'a pas été capable d'écrire, en fait. C'est ça qui est intéressant. Il était bouleversé. Et donc, alors j'ai essayé de vous le montrer. Là, vous allez la voir à l'envers. Non, c'est bon, vous l'avez à un endroit. Donc, on a simplement une ligne de points. Donc ça nous dit simplement qu'il a été incapable d'écrire. Donc 4 septembre 1843, tout ce qu'on a, c'est une ligne de points. Et après, il dit, 3 ans après, et globalement, c'est dans ce contexte-là qu'il écrit ce poème. Et donc, il a mis du temps à écrire. C'est ça qu'il faut qu'on retienne déjà d'emblée. Donc, il a mis du temps à écrire. Et quand il écrit, il finit donc par écrire ceci. Alors, si maintenant on passe un petit peu plus au brouillon, c'est-à-dire que, imaginez, vous êtes le jour du bac, vous découvrez ce texte-là. Qu'est-ce qu'il faut en dire? Déjà, ce qu'on peut constater, les choses qui nous sautent aux yeux, c'est qu'il y a une progression. On a demain, on a dès l'aube,
et on finit avec le soir qui tombe. Donc déjà, on a un parcours, on a un chemin. Bon, c'est peu de choses, mais déjà, il faut le remarquer, puisque le dispositif dans lequel on est mis par l'auteur, c'est celui justement d'un parcours. Et c'est ce parcours-là qui va justement nous intéresser. Donc, on est emmené avec le poète dans un parcours. Ce qui va ensuite nous sauter aux yeux, ça va être ces espèces de ce futur-là. Vous voyez, on a je partirai, j'irai, je ne puis, je marcherai. Donc, il y a vraiment une espèce de sentiment je sais pas, de certitude, de détermination. Donc, on a un parcours. Donc, vous voyez, là, au brouillon, dès qu'on repère ce genre de choses, on peut se dire, OK, parcours. Donc, il y a la journée, il y a la détermination, OK. Ensuite, il nous dit, on est toujours dans une espèce de perception un petit peu immédiate du texte. Les yeux fixés sur mes pensées, sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit. Donc vous voyez qu'on a une forte présence du sans, comme ça, S-A-N-S. Donc, c'est-à-dire qu'il dit, toutes ces choses-là se passent sans d'autres choses. Donc il y a d'un côté moi qui fait des choses, et il y a d'autre côté le monde qui continue de fonctionner. En gros, c'est un petit peu ça l'idée. Donc il y a en gros moi et les autres. Bon. Donc ça nous dit quoi? Quand c'est moi tout seul, c'est la solitude. Donc on a cette solitude-là. Comme vous savez que ce poème, il a été écrit à la suite de la disparition de sa fille, on se retrouve on sait que c'est un père qui a perdu sa fille. Donc il est dans une forme de deuil, tout simplement. On se dit immédiatement, un père qui a perdu sa fille, ça n'est pas normal, donc il s'agit du deuil. Bon, on a un parcours qui pourrait être celui du deuil, justement, une espèce d'acceptation de la mort. Effectivement, Clément nous dit ce futur-là dans un poème, c'est rare qu'on l'ait autant. En général, le poète, il est dans une espèce de sentiment un peu évanescent, il n'y a rien de très certain, donc bon, voilà. Donc là, on se rend compte qu'il y a ce genre de choses. Donc il faut vraiment repérer chaque chose qui nous saute un peu aux yeux et se dire, tiens, c'est quoi? C'est bizarre. Je ne regarderai ni l'or du soir qui tombe, ni les voiles, etc. Donc, malgré cette certitude-là, malgré cette détermination-là, il y a un sentiment quand même très négatif qui se dégage. Et même quand on regarde ça, on a « je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps ». Je ne puis. Donc une forme négative. En plus, on a « sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit ». Et on a « je ne regarderai pas ni les voiles, ni l'or du soir qui tombe ». Donc on a quelque chose de très, de très lourd, de très pesant. Alors Clément nous dit, si on ne sait pas que sa fille est morte, le premier quatrain pourrait faire penser à un rendez-vous amoureux. Et d'ailleurs, c'est une erreur que certains des élèves ont fait. Ça pourrait être ça, effectivement, et c'est là où l'étude un peu plus précise du texte va nous inciter derrière à voir que c'est plus compliqué que ça. Et surtout, l'hypothèse qu'on pourrait formuler en fait, c'est un rendez-vous amoureux, elle est invalidée par ceux qui suivent. Ne serait-ce que parce que comme on fait, on a j'arriverai, je mettrai sur ta tombe un bouquet de houverts et de bruyères en fleurs. Là, vous voyez qu'on n'est pas dans le même esprit que le dormeur du Val, où il y a vraiment une chute, où on se dit « Ah, mais en fait, il était mort depuis le début ». Là, on a une espèce d'ambiguïté, mais il finit quand même par dire « Je mettrai sur ta tombe ». Ok. Donc, il y a effectivement, ce serait quelque chose qu'on pourrait étudier, à savoir que il y a une invitation à la relecture. C'est-à-dire que quand on s'engage dans le poème, on pourrait se dire « Ah oui, tiens, demain dès l'aube, il y a l'idée un petit peu à l'heure où blanchit la campagne, c'est un peu joli. Je sais que tu m'attends, je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps ». Il y a un côté un peu léger qui va s'alourdir à ce moment-là. En gros, je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. On a une impression qui est très j'ai tellement de sentiments que je ne pourrais pas rester. Mais dès le début, là, dès le début du deuxième, on commence à se dire il y a quelque chose de plus lourd que simplement cette chose-là. Et donc, c'est ça qui va nous intéresser particulièrement. Voilà. C'est ça qui va nous intéresser plus particulièrement, c'est cette espèce de pesanteur, de poids qui va venir peser progressivement, qui va venir s'instaurer. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, il faut commencer à mettre un peu en ordre. Vous voyez que là,
Toutes ces choses-là, c'est un peu ce que j'appelle la période de bac à sable. C'est-à-dire que vous mettez toutes les idées qui vous passent par la tête. Là, on a parlé du parcours, on a parlé du deuil. Il y a le côté négatif, on pourrait parler du côté justement amoureux aussi. Il y a la solitude, la distance par rapport au monde. Il y a toutes ces choses-là. Donc, à partir de ce moment-là, ce qu'on peut se dire, c'est que euh, on peut commencer à mettre un peu en ordre. Et on pourrait se dire justement, il y a un parcours qu'on associerait au deuil. Ok. Donc un parcours qui serait peut-être la métaphore du deuil, justement, une espèce de métaphore d'acceptation. On se dirige vers la tombe, c'est qu'on accepte qu'il y a une forme de mort. Il y a l'idée de la beauté du monde qui est présente, puisque nous, lecteurs, on voit que il y a l'or du soir qui tombe, il y a les voiles qui descendent vers Harfleur. Le texte nous dit ces choses-là sont présentes, le monde est beau. Pourtant, on a une distinction entre la beauté du monde et l'attitude résignée du jeu poétique. Ok. Puisque lui, il dit je ne regarderai pas ça. Mais sauf qu'en disant je ne regarderai pas ça, il nous le montre un petit peu. C'est comme s'il disait regardez ça et que lui, il se couvrait les yeux. Donc on a cette beauté du monde. Et on a déjà rien qu'avec ça, on a deux enjeux qui sont intéressants. Maintenant, si on va un petit peu dans le détail, il y a l'idée d'un parcours qui est complet. Vous voyez que là, on peut commencer à dérouler un petit peu plus sur le parcours. On peut dire, il y a la forêt, il y a la montagne, il y a ça. Il y a l'idée de la détermination. Ça, c'est important de le mettre, puisque tout le passage, enfin tout le fait que tout le texte soit fait au futur simple, ça nous montre cette détermination-là. Il y a ce genre de vers-là qu'il faut qu'on retienne parce qu'ils sont bizarres, qu'on a du mal à les expliquer. Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées. C'est un peu étrange ça. Qu'est-ce que ça veut dire, être les yeux fixés sur ses pensées? Ça veut dire qu'on ne réfléchit pas à d'autres choses. Bon, c'est un peu étrange. Il y a ce côté-là, l'attitude un peu résignée par rapport à la vie. On dirait une espèce de moine, un peu d'ermite qui marcherait. Il y a ce triste. Bon, il y a un peu les sentiments quand même qui sont exprimés. Pas beaucoup, mais il y en a. Il faut le retenir un peu. Il y a cette idée justement des voiles qui descendent vers Harfleur, donc on sait qu'on n'est pas très loin de la mer. L'imaginaire de la mer, l'imaginaire un peu infini de la mer. Il y a l'idée d'arriver quelque part quand même. Le point d'arrivée, certes c'est la tombe, mais c'est un point d'arrivée. Donc ça irait aussi dans le côté du deuil et la métaphore du deuil. Donc vous voyez que rien qu'avec la détermination, rien qu'avec la beauté du monde et l'attitude résignée, et le parcours métaphore du deuil, là déjà on a au moins 3 enjeux qui nous permettraient éventuellement de bâtir une problématique. Mais vous voyez que là tout simplement, si on disait en quoi ce parcours reflète-t-il le deuil progressif du père, ça pourrait être quelque chose comme ça, ou en quoi ce parcours se propose-t-il être une acceptation de la mort de sa fille, ou plus simplement, en quoi ce parcours résigné montre-t-il une nouvelle attitude du poète face au monde, etc. Enfin bref, une espèce de solitude. Bon, voilà, vous avez plein de choses à faire, mais en tout cas, ce qui est important, c'est de repérer des éléments qui sont évidents dans le texte, essayer de les distinguer, de les classer, et ensuite essayer de voir comment ils rentrent ensemble pour produire une forme de question. Et il y a Clément qui nous dit comment le deuil du poète est-il exprimé par un parcours métaphorique dans ce poème mélancolique. Là, vous voyez, on a repris. Alors, on n'a pas dit la mélancolie, effectivement, il aurait fallu le dire. Il y a ce genre de problématique, là où elle est très bien, c'est qu'il y a le deuil du poète. On sait que c'est évident. Il y a le parcours métaphorique, puisque on l'a dit, c'est à la fois un réel parcours tel qu'il nous est présenté et aussi un parcours dans sa tête, dans ses pensées. Et il y a le poème mélancolique, puisque ça a été dit par Fichu Poilu Caillou, qui nous a dit que c'était justement un poème triste. Et Noah est en admiration devant la problématique. Alors, ce que je vous propose là-dessus, c'est justement d'essayer d'avancer un petit peu, peut-être de se dire dans ces cas-là, parce qu'une fois que vous avez un petit peu établi cette problématique-là,
comment le deuil du poète est-il exprimé par un parcours métaphorique dans ce poème mélancolique? Et bien, il faut essayer de se dire dans quel ordre on va classer tout ça. Alors, qu'est-ce qui semble le plus évident là-dedans? C'est que, bon bah déjà, moi ce qui me paraît le plus simple, c'est l'idée du parcours mélancolique, en gros. Parce que là, on n'est pas dans les métaphores. Alors, cheat code pour la problématique du commentaire, donc suivez bien. Comment effet majeur du texte est-il exprimé par procédé majeur du texte dans ce caractérisation générale du texte? Bon bah ça, vous pouvez faire copier-coller, hein, c'est un truc qui fonctionne à peu près à tous les coups. Donc, vous essayez de repérer le procédé. Là, ici, le procédé, c'est le parcours métaphorique, puisqu'il y a une métaphore dans le texte. La caractérisation générale du texte, c'est un poème mélancolique. Et l'effet majeur du texte, c'est l'expression du deuil. Donc là, vous pouvez faire copier-coller, reprendre à l'envie. Et effectivement, il faut adapter, mais dans l'esprit, c'est ça. C'est-à-dire que vous allez tout simplement essayer de voir ce qu'on résume encore plus de manière un peu plus simpliste, c'est de dire simplement que dit le texte, comment dit le texte. Qu'est-ce que dit le texte? Bah, que le poète fait son deuil et qu'il est triste, comment il le fait? À travers un parcours métaphorique. Vous voyez, si on reprend le texte de tout à l'heure sur le perroquet, que dit le texte? Bah, qu'il y a une dame qui a perdu son perroquet. Comment il le dit? À travers un récit empreint de tristesse et de pesanteur, etc. Donc comment cet événement léger est-il traité avec profondeur et nous montre un certain attachement, etc. au perroquet. Donc dans l'idée, que dit le texte, comment il le dit. Mais là, vous voyez qu'avec avec ce cheat code-là, ça marche encore mieux. Donc là, après, donc, ce qu'on va essayer de se dire, c'est qu'est-ce qu'il faut mettre d'abord? Quand on fait un commentaire composé, on essaye de détailler des thématiques. Donc, moi, je pense que ce qui est le plus simple, c'est que ce qui nous saute aux yeux, c'est que c'est un parcours mélancolique. C'est triste. C'est un poème qui est triste. Et il faut dire pourquoi ce poème-là, il est triste. Et une fois qu'on a dit que ce poème était triste, bah là, après, on va pouvoir dire, si on fait un plan en deux parties, tout simplement, on va pouvoir dire que c'est une métaphore du deuil. Parce que qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve justement une critique. Enfin, on retrouve pas du tout une critique, pardon, on retrouve une dimension plus métaphorique, dans le sens où on a le bouquet de houverts et de bruyères en fleurs, on a l'idée qu'il refuse le monde pour se concentrer sur sa fille, on a l'idée de la détermination, ce qui a priori va pas avec la mélancolie. La mélancolie, vous savez, c'est très flottant, c'est très je sais pas tellement ce que je fais, je me laisse porter, etc. Là, ce qui rentre pas dans la mélancolie, c'est que bah, il est sûr de ce qu'il fait. Donc il y a une espèce de détermination qui est intéressante. Donc, de ce point de vue-là, je pense que ce qui serait intéressant, alors, bon, je sais que parmi les 5 spectateurs, il n'y en a pas beaucoup qui sont des élèves. Ce que je vous propose, c'est qu'on essaye, là on fasse une petite pause de 10 minutes. Alors c'est même pas tant pour le match, bon si ça se passe pas très bien pour Sinner, mais on fait une petite pause de 10 minutes et on essaye de voir ce qu'on peut détailler comme procédé. Et on va s'aider, et donc au retour de la pub, on va s'aider de Clément qui va nous donner deux, trois petits détails. Donc voilà, allez, non, on va dire plutôt 5 minutes de pause, histoire de pouvoir aller se ressourcer un peu, boire un peu, et puis on revient juste après. Donc je vous mets
Alors, on est de retour. Simplement pour vous tenir informé, pour ceux qui sont là, mais a priori vous en fichez, sinon vous ne seriez pas là. Sinner est mal embarqué. Voilà. Donc, je laisse aux gens le temps de revenir. Et on va pouvoir s'intéresser un petit peu plus au procédé, puisque c'est la chose qui vous dérange le plus en général. Moi j'étais plus pour Sinner, mais Sinner est blessé. Sinner s'est blessé, est blessé à la hanche. Il est gêné depuis le deuxième set, et donc je crois qu'il va un peu contre sa nature. Il y a de la frustration. Globalement, le match aurait été une purge, puisqu'ils ont été juste mauvais l'un après l'autre. Il n'y aura pas eu, le match ne se sera pas emballé. Donc ça va être une victoire sans honneur. Et pour ce soir, entre Zverev et Casper Ruud, je supporte évidemment Casper Ruud, puisque Zverev est accusé de multiples violences conjugales. Donc voilà, il ne mérite que le mépris des bonnes gens. Voilà pour ça. Donc, avec la poignée de spectateurs qui est encore là, on va essayer d'aller trouver un petit peu des procédés. Alors, ce que je vous propose, on va d'abord essayer d'en trouver. Alors, ensemble, je vais essayer d'en trouver. Si Clément en a, il en donnera quelques-uns. Et après, on appellera justement Clément pour avoir des conseils, notamment comment éviter la paraphrase. Je vais d'ailleurs à ce titre rappeler à ceux qui sont pas encore là, mais qui sont sur Instagram, que on va faire un atelier anti-paraphrase tout de suite. Donc, déjà au niveau des procédés, s'il y en a qui vous viennent, n'hésitez pas. Donc, hop, ça c'est mis. Tac. Alors, ce qui revient le plus souvent sur la paraphrase, j'en profite pour le dire maintenant, c'est que souvent on n'a pas grand-chose à dire sur les textes. Ou alors que ça paraît trop simple. Il ne faut jamais hésiter à dire les choses qui ont l'air trop simples. Puisque souvent les choses trop simples, c'est ce qui permet derrière d'expliquer un petit peu mieux les choses. Je vais vous prendre un truc tout bête, là dans le texte qu'on a, bah oui, ça paraît évident qu'il va passer dans la nature. Bon bah il faut en faire quelque chose de ça. Il faut commencer par le dire. Sinon, le fait qu'il soit dans la nature, qu'il observe le monde, ça justifie pas le fait qu'il ignore ce monde qui est beau. Donc il faut commencer par dire l'évidence. Voilà pour ça. Alors, donc je vais reprendre et ensuite on va appeler Clément pour qu'il nous donne d'autres conseils. Donc simplement, rapidement, si on essaye de parler de procédé, justement, de comment on peut analyser, comment on peut éviter la paraphrase, là vous voyez que il dit « je partirai ». Alors, le meilleur moyen de faire une paraphrase, ce serait de dire « là, le poète nous dit qu'il va partir ». C'est vrai, ça reste que c'est un peu faible et que donc il faut se poser un peu plus de questions. Donc, je partirai, c'est surtout du futur simple. C'est quelque chose d'assez peu commun. Donc, je partirai, j'irai, et en gros, globalement, l'utilisation même du futur simple, ça peut être la base d'un commentaire. Parce que cette utilisation, elle veut dire quelque chose. C'est pas simplement quelque chose dans le futur, ça traduit quoi? Ça traduit de la détermination. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah, on a toute cette utilisation du sans. Sans rien voir dehors, sans entendre aucun bruit, je ne puis, je ne regarderai, ni. Donc là, pareil, on a une utilisation qui est l'utilisation de la négation, et globalement des phrases de forme négative. Et là, pareil, qu'est-ce que ça traduit? Ça traduit une certaine résignation. Et en même temps, ça va avec la détermination. Donc là, vous voyez que ces deux procédés-là, ils vont dans le sens de
de notre analyse. Maintenant, tout bêtement, si on veut parler par exemple de la mélancolie, vous voyez, une manière de faire de la paraphrase, ce serait de dire dans ce poème, le poète est triste. Alors pourquoi c'est de la paraphrase? Parce qu'on a précisément le mot triste. Bon, voilà, on a vu qu'il y avait le mot triste, on dit le poète il est triste. Certes, mais là où c'est intéressant, c'est de dire que justement la tristesse, c'est l'attitude avec laquelle il est pendant tout le poème, donc que ce mot-là, c'est l'exemple qui nous montre que c'est mélancolique. En fait, il faut que vous apportiez quelque chose. Le fait d'être triste, tout le monde peut le remarquer. Par contre, le fait que ça traduise une certaine attitude par rapport à la vie, donc de la mélancolie, ça, vous êtes les seuls à pouvoir le voir. Et donc, c'est ça qui nous intéresse particulièrement. Maintenant, si on va un petit peu plus dans le détail, donc là, vous voyez que là, on a parlé de la mélancolie, on a parlé de la détermination et de la résignation. Tout ça, toujours en lien avec un procédé, toujours en lien avec quelque chose du texte. Maintenant, si on s'intéresse un peu plus à des faits de structure, et bien effectivement, on va voir dès l'aube, donc dès point de départ, et on va arriver lors du soir. Ah mince, hop. Et on va arriver sur lors du soir. Donc ce parcours-là, c'est potentiellement... Donc tout d'abord, c'est un parcours du matin jusqu'au soir. Donc ça nous montre tout simplement qu'il y a une progression, donc peut-être un cheminement aussi. Et donc c'est là où on va être amené à métaphoriser. Mais avant de métaphoriser, vous voyez que là souvent vous êtes... c'est là où vous êtes souvent trop rapide. Ceux qui évitent la paraphrase vont aller trop rapidement en disant ce voyage c'est une métaphore. C'est pas faux. Par contre, c'est pas ce qu'il faut dire en premier. Ce qu'il faut dire en premier, c'est que c'est un parcours. C'est qu'on part de l'aube et qu'on arrive jusqu'au soir et qu'on traverse des paysages différents. Donc déjà, il faut commencer par dire que c'est un parcours. Que c'est un parcours qui met en scène tout un tas de choses. Déjà, il faut commencer par dire ça. Et ensuite, on va pouvoir aller dans un second temps sur la question de la métaphore. Mais il ne faut pas tout mélanger parce que sinon on s'en sort plus. Donc, à partir de ce constat-là, vous voyez que on a déjà beaucoup analysé, donc on a déjà des choses sur la progression. Et maintenant, je vous propose simplement qu'on s'intéresse, alors avant, donc dernière étape avant d'appeler Clément, je vous propose qu'on s'intéresse justement à ce vers-là. C'est toujours intéressant de se dire, dès que vous voyez quelque chose de compliqué, pourquoi c'est compliqué? Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Alors, est-ce que vous avez des pistes de je marcherai les yeux fixés sur mes pensées? Tandis que Yannick Sinner a officiellement perdu. Donc on est triste pour lui, mais il était blessé à la hanche. Donc bon, quelque part, il pourra se préserver pour Wimbledon et les Jeux Olympiques. Alors, est-ce que vous avez des idées pour interpréter ça? Si vous n'en avez pas, c'est pas grave, j'enchaînerai. Mais si jamais vous en avez, c'est le moment d'oser. Je suis sûr que Noah, il a une idée. Alors, regarder ses pensées, ça veut dire qu'il regarde que lui. Oui, mais est-ce qu'il y a un mot pour parler de ça? En fait, là, il utilise une espèce de métaphore, donc il dit « je marcherai les yeux fixés », donc on se dit c'est forcément sur un paysage, mais c'est pas un paysage, c'est ça. Donc ça veut dire que concrètement, sa vision, elle va pas comme ça, mais elle va comme ça. R.I.P. Sinner, oui, bon, ça va, c'est pas non plus... Il est numéro 1 mondial. Bon. Du coup, ça a un nom, quand on regarde ses propres pensées. Quand on regarde à l'intérieur de soi. On va faire un petit peu de latin. Introspection. Très bien, Noah. Tu peux aller en prépa littéraire pour aller faire du latin. L'introspection. Et donc justement, vous voyez que là, on a une espèce d'expression métaphorique. On a une expression imagée, donc il garde l'idée qu'il est en train de faire un parcours, de faire un voyage. Mais par contre, il nous le dit pas. Il dit pas « je fais mon introspection ». Il n'est pas en mode développement personnel.
faites le point avec vous-même, réconciliez-vous avec vous, faites votre paix intérieure, etc. Bon, lui, ça l'intéresse pas de faire ça. Ce qui l'intéresse, c'est de nous montrer, de nous faire ressentir l'introspection. Et donc, de ce point de vue-là, il dit, je marcherai les yeux fixés sur mes pensées. Et j'ai presque envie de dire, c'est ce vers-là qui va faire que on sait qu'il ne s'agit pas seulement d'un voyage physique. C'est avec ça qu'on comprend qu'il y a une métaphore. Parce que précisément, ce vers-là, c'est une métaphore. Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées, c'est une métaphore. Il dit je marcherai, mais en fait je marcherai, je regarderai à l'intérieur de moi-même. Donc là, à ce moment-là, on peut se dire bon bah très bien, il part en balade, presque une balade amoureuse, mais là on se dit tout de suite, ok, il va marcher les yeux fixés sur ses pensées. Et là, tout de suite, on voit qu'on est plombé, sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit, seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées, triste, et le jour pour moi sera comme la nuit. Bon bah là, on comprend que l'introspection, a priori, elle n'est pas heureuse. Donc, on n'est pas sur une rencontre amoureuse, on est plutôt sur une tristesse, et donc, potentiellement, si c'est un amour triste, on est sur quelque chose de l'ordre du deuil. Mais vous voyez que ça ressemble plus à une séparation à ce stade du texte. Ça pourrait, effectivement, là on est dans la progression, on peut se dire, ok, on est passé rencontre plutôt amoureuse, mais en fait, ce serait plutôt une séparation, mais dans ces cas-là, il dirait pas, je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps, sinon c'est juste un harceleur, et là ça marche plus du tout. Euh, L'idée de la détermination alors qu'il y a rupture, ça paraît étrange. Et donc dans ces cas-là, on est amené à aller un peu plus vers la mort. Mais en tout cas, on comprend qu'il s'agit d'autre chose. Voilà. Là, ici, rapidement, vous voyez qu'en fait, on fait une espèce un peu de linéaire, mais toute la trace de la négation, c'est ce qui va nous intéresser. Et je vous propose, avant d'aller plus loin, on appelle Clément, et comme ça, le coup de fil à un ami va nous permettre d'éclairer un petit peu tout ça. Et puis ça va me permettre de ne pas parler tout seul. Donc, je reviens tout de suite. Alors, normalement, on devrait pouvoir entendre Clément. Alors, est-ce que Clément parle? Ah, on l'entend. Vas-y, parle Clément. Ok, non, il n'y aura pas de délai par contre. Vous m'entendez là? Ah là, je crois qu'on t'entend bien là. Ouais. Ouais. Ah, Ok, parfait. alors, bah, là où c'est intéressant, c'est que d'après toi, il cherche à nous brain, en gros, Hugo. Il cherche à volontairement Oui. brouiller les pistes. Ouais, je pense. Ok. Moi, Ah, j'étais pas forcément sur cette lecture-là, mais après, c'est peut-être, j'ai peut-être trop en tête. Je regarde pas assez. ouais, en fait, quand on a la donnée, quand on sait que sa fille est morte et quand on connaît sa vie, bon, c'est évident que c'est un poème sur le deuil et que c'est pas un poème d'amour. Mais en fait, je l'ai étudié avec plusieurs élèves et je pense qu'ils sont pas à tort quand ils disent qu'au début, ça a quand même vachement l'air d'être soit un rendez-vous amoureux, soit une séparation amoureuse. Ouais. Euh, et peut-être un retour chez sa famille, ça peut être ça. Enfin voilà, il y a beaucoup de pistes qui sont évoquées par les lecteurs de ce texte. Je dis les élèves, mais je pense les lecteurs de manière générale. Et c'est pas pour rien. Mais après, le dernier 4.1 nous invite, je pense, à relire le texte quand on a cette tombe qui survient. D'ailleurs, le mot tombe survient deux fois. La première fois avec le verbe tomber, le soir qui tombe, Mm. et ensuite avec la tombe, donc le nom tombe, hein, le cercueil. Comment est-ce que ça Et s'appelle ça donc déjà? là, on est invité à tout relire, je pense, et à réinterpréter le texte. Après, les plus intelligents, les plus fins lecteurs ont peut-être compris dès le début que c'est pas un rendez-vous amoureux. Oui, mais Voilà, mais après, je pense qu'il y a un jeu poétique là. c'est vrai. Et dans le cadre d'une poésie, hop, je remets. Et puis dans le cadre d'un commentaire composé, de toute façon, on est amené à considérer Hmm. le fait que ça puisse être, enfin la structure à un moment, mais c'est pas le Ouais. but. Alors, je vais essayer de remettre. Donc,
euh, effectivement, je suis assez d'accord qu'il faut considérer ces choses-là. Et alors, attends, je vais juste voilà. Hop. Donc, Ouais, là, on voit pas le poème. hop, non, c'est bon. Et là, normalement, c'est bon. Ouais, c'est bon. Donc sur ce poème-là, effectivement, donc on voit qu'il il y a des choses à voir et des choses à comprendre, et que moi, ce qui me semble important, c'est de rester quand même près des effets du texte, surtout que bon, avec Hugo, on a des effets très précis. On a justement sur la négation, sur toutes ces choses-là. Maintenant, toi, ce serait quoi tes conseils pour éviter justement la paraphrase, pour éviter ces choses-là? Ouais, ben justement, j'ai eu le temps d'y réfléchir un peu parce que tu m'avais dit que j'allais parler de ça. Alors, en fait, je pense qu'il faut commencer par parler de l'effet que ça fait sur le lecteur. Ça, c'est la grande chose qui va faire passer votre commentaire de simple redite du texte, donc paraphrase, à vraie analyse littéraire. C'est se baser sur comment on va recevoir le texte, comment le lecteur va lire et ce qu'il va ressentir, ce qu'il va comprendre. Ça va déjà faire passer votre commentaire à un stade au-dessus. Et c'est pas seulement au moment de rédiger, ça va être au moment aussi de lire le texte, en fait. Il faut se demander ce que le lecteur peut ressentir et surtout pourquoi. Se demander comment cette réception euh, est rendue possible par des procédés. Bon, et puis évidemment, il y a aussi se baser sur des interprétations, oser des analyses interprétatives. Je pense qu'il faut peut-être un peu d'audace, de courage pour aller chercher des trucs qui sont au-delà de ce que dit le texte de manière évidente. Parce que c'est ça en fait qui vous fait faire des paraphrases, je pense, enfin qui nous fait faire des paraphrases, c'est juste répéter le texte. Après, il y a un truc aussi sur la paraphrase. Le problème, c'est quand elle est excessive, parce qu'il y a certains textes qui sont tellement difficiles à certains moments que parfois ça mérite d'être capable de reformuler certains passages, d'éclairer en tout cas le sens de certains passages. Comme ça, vous allez prouver à votre correcteur que oui, vous l'avez compris, ce passage compliqué. Ouais, parce Mais que je pense que sur un... Ouais, vas-y. non, je pense que sur la paraphrase, là où je suis d'accord avec toi, c'est que on est, enfin, c'est pas une mauvaise chose en soi la paraphrase si c'est vrai, si c'est une vraie reformulation, bah, surtout sur des poèmes ou des textes qui sont un peu plus obscurs, le fait de se dire bah là ici concrètement qu'est-ce qui se passe, quelle est la situation de ce poème-là, c'est une manière de paraphraser dans le sens où on reformule le texte. Là où c'est dangereux, c'est quand on perd de vue l'idée d'interprétation. On reformule Ouais, juste, on montre qu'on a compris, mais on montre pas qu'est-ce qui fait que le poème est écrit comme ça et nous fait cet effet-là. ouais. Si on utilise bien la méthode citation, procédé, analyse, alors il y en a qui l'appellent autrement citation, procédé, interprétation. Donc on peut dire interprétation, analyse, donc ça donne CPA ou CPI. Bah, en fait, on évite la paraphrase si on fait ça, normalement. Si on la fait, si on s'y tient bien. Voilà, donc dans la citation, évidemment, vous introduisez les mots du texte. Ensuite, vous nommez le procédé, un champ lexical, une figure de style ou de l'ironie, enfin, je ne sais quoi. Et ensuite, vous l'analysez en disant quel effet ça fait, quelle atmosphère ça instaure, en quoi ça fait réfléchir le lecteur. Enfin, voilà. Ouais. Et puis sur je pense que aussi un des bons moyens d'éviter la seule paraphrase plutôt, c'est toujours de se Mm. dire pourquoi. Moi, à chaque fois, Ouais, l'exemple que j'essaye de prendre, mais bon, ça marche pas toujours, mais c'est de se dire, il faut imaginer qu'on a un enfant de 10 ans qui passe son temps à nous demander pourquoi. Bah là, dans le poème, le poète, il est triste. Bah pourquoi? Parce que c'est ouais. marqué triste. Ah oui, mais enfin, y a que ça. Pourquoi on a cette impression-là? Pourquoi il écrit au futur? Pourquoi il y a ça? En gros, il faut être la génération Ouais. Y. Ouais, voilà, répondez pas à la question quoi, répondez à la question pourquoi. Mm. Parce que la question quoi, c'est ça qui mène à la paraphrase, c'est qu'est-ce qui se passe, quoi, qu'est-ce qu'on a sous les yeux. Alors que pourquoi, bah, ça oblige à expliquer. Ouais, donc il faut se forcer à répondre à cette question-là. Et en fait, ce qui est C'est vrai. intéressant, c'est que le quoi, justement, bah, c'est la citation, en fait. Ouais, C'est pour voilà. ça qu'on cite. La Mm. citation, c'est le quoi, de quoi on parle. Le procédé, ça va être l'élément qu'on va relever. Donc, on Ouais, relève tel ou tel élément. Donc, je sais pas, par exemple, la négation. Et puis, bah, l'interprétation, c'est le pourquoi.
Ouais, voilà. À quoi ça sert de faire ça? Pourquoi il l'a fait comme ça et pas autrement? Ouais. Et un autre petit tips, enfin ouais, un petit conseil que je peux ajouter, c'est en fait citer beaucoup beaucoup le texte. Comme ça, vous allez moins paraphraser, parce que quand vous venez de citer, imaginons que vous citiez je ne regarderai ni l'or du soir qui tombe. Enfin voilà, ni l'or du soir qui tombe. Ben, vous n'allez pas à dire après dans l'analyse, le poète ne regarde pas l'or du soir qui tombe. Ce Oh, serait vraiment absurde. Vous n'allez c'est- même pas le reformuler. Donc à partir du moment où vous avez déjà cité le texte, vous êtes obligé de dire autre chose. Enfin, je pense. Et alors du coup, c'est à ça va double éviter. tranchant ça, hein, parce que je pense que Ouais, c'est justement en situation de stress, ça peut arriver de dire ce genre de choses. Mais par contre, effectivement, normalement, si on se dit une fois que j'ai cité, j'ai pas à reformuler, ça peut être une manière de se forcer à interpréter. ouais, ouais. Après, moi, Bon, sinon, ouais, sur la paraphrase, c'est ça hein, mes principaux conseils. Donc, si je résume, ça fait parler de l'effet que ça fait et se demander comment cet effet est possible. Et puis, oser des interprétations. Et ça, c'est toi qui l'as dit, répondre à la question pourquoi. ouais. Euh, voilà, c'est ça. Et puis de manière générale, alors ce que j'essaie, bon ça pour le coup c'est plus sur du commentaire en général, je sais pas comment toi tu le percevrais, mais il y a l'idée de l'horizon d'attente. Ouais, Moi j'essaye de, pour problématiser, en gros pour les enjeux, ce que j'essaye de dire maintenant, c'est de dire il faut repérer quel type de texte c'est pour deviner quel est l'horizon d'attente que je suis censé avoir. Et l'exemple que je ouais, prends tout le temps, c'est genre, je sais pas, une scène de rencontre amoureuse. Ben, quelles sont mes attentes par rapport à la scène de rencontre amoureuse? Bah, qu'il y ait un jeu de séduction, qu'à la fin ils finissent ou pas ensemble, etc. Donc c'est mon horizon d'attente et quelle est l'originalité du texte. ouais. Ça, la question de l'horizon d'attente, en fait, ça rejoint beaucoup se mettre à la place du lecteur lambda, enfin, d'imaginer un lecteur qui soit pas quelqu'un qui est en examen, quoi, mais pas quelqu'un qui soit stressé et tout, mais quelqu'un qui reçoit le texte, quoi, dans le calme. Et du coup, il a la question de ce à quoi il va s'attendre, mais c'est ça l'horizon d'attente. Ce que peut prévoir le lecteur. Et ce texte, justement, je pense qu'il joue avec ce que peut prévoir le lecteur. Dans le Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps, c'est vraiment ça peut être une phrase de séduction. Hein. Mm. Donc il y a un petit jeu avec ça là. Ouais. Ouais, Et puis sur enfin, toujours dans ce côté-là de l'horizon d'attente et de l'originalité, c'est aussi là où il faut faire appel à nos propres émotions. C'est-à-dire que bah, qu'est-ce qui fait que moi-même je suis triste? Pourquoi je suis triste? Parce que le poète a voulu me rendre triste. Et en définitive, quand j'arrive à la fin, qu'est-ce qui fait que je suis pas comme ça? Et si on compare par exemple ce poème-là avec Le Dormeur du Val n'est pas triste. Il est éventuellement, il y a ouais, une espèce de touche de mélancolie à la fin parce qu'on comprend qu'il est mort, mais à bien y regarder, on a plutôt l'impression d'être bien dans cet univers-là. ouais. Ouais, voilà un autre poème qui a un twist final. Mais moi, je trouve que, alors évidemment, le Dormeur du Val a une chute qui est beaucoup plus radicale, mais dans une certaine mesure, celui-là aussi, en fait, a un petit twist euh, un peu plus progressif quand même. Voilà, ouais. Moi, je m'étais même dit, en fait, avant de remettre ce texte-là, je me souvenais plus qu'il parlait explicitement de la tombe. Je croyais qu'elle était juste signifiée par le bouquet de Hoover et de bruyère en fleurs, qui sont des plantes qu'on met sur les tombes d'habitude. Ouais. Ah, est-ce que c'est vraiment des plantes, enfin, c'est vraiment les fleurs habituellement La, qui décorent les tombes? ouais, Je n'ai même pas regardé. la bruyère, Ouais. c'est sûr, et d'ailleurs, on la retrouve dans le Dormeur du Val, il me semble. Quand il dit. Ah non, c'est le cresson bleu, pardon. Mais je crois que la bruyère, c'est quelque chose qui est associé au deuil, ou à la. Ou à quelque chose comme ça. Euh, Maintenant, est-ce que toi, tu aurais des conseils ou des ressources à conseiller pour justement s'améliorer ou alors pour mieux savoir faire des commentaires, à part ta chaîne YouTube? Ah, il me semble qu'il y a eu, de la friture sur la ligne. Clément a disparu. Il n'entend plus rien. Il est sourd. C'est terrible ce qui se passe. Un twist de plus. Je vais essayer de relancer l'appel.
Est-ce que On- vous m'entendez? Oui, on a retrouvé. Et ouais, ah, trop bien. Moi, j'entends à nouveau, je crois. Ouais, en tout cas, nous, on t'entend. Et on te re-entend plus? Non, c'est bon, c'est bon. Ah, c'est bon. Parfait. Ok, Ouais, alors, donc je crois que ta question, si j'ai bien compris, c'est quelles ressources utiliser pour préparer le commentaire. ouais, c'est ça. Qu'est-ce que tu conseillerais? Sachant qu'il reste une petite semaine. Euh, Ben, en fait, ma chaîne, c'est pas le meilleur endroit pour préparer le commentaire parce qu'en fait, moi, j'ai fait que des vidéos, soit d'expli linéaires, donc ok, on peut préparer un peu le commentaire avec les explis linéaires, mais c'est pour l'oral, soit des dissertes. Donc en fait, n'allez pas sur ma chaîne pour le commentaire. Allez, en fait, faites des commentaires. La meilleure manière de préparer le commentaire, c'est de prendre des textes et de les travailler. Alors après, évidemment, vous pouvez utiliser des commentaires qui ont déjà été corrigés. Il y en a un paquet. Hein. Je pense à plein de sites comme Media Class, où il y a un site qui s'appelle Études littéraires. Ouais, le titre est un peu générique, mais c'est un bon site. Hein. Alors, attends, je vais Et essayer Media de... Class, c'est vraiment super bien fait. Ok. Les commentaires sont carrés, ils sont très très bien faits. Donc vous pouvez l'utiliser. Je mets le lien dans la description. Enfin, pas dans la description, dans le chat. Ouais, attends, et puis je vais le montrer sur... bon, voilà, Ouais. si vous saviez pas le score, c'est celui-là. Alors, on va pas passer 1000 ans dessus non plus. Euh, donc, Ouais, en 5-7 quand même. Hein, ouais, mais c'était une match purge. disputé. Honnêtement, j'espère qu'on va pas le retenir dans les... Dans les... Alors, Ouais. pourquoi c'est tout étiré moche? Donc en fait, vous pouvez vous prendre le texte, prendre un texte, vous réfléchir dessus. Si vous avez 4 heures, bah, faites un commentaire complet. Si vous avez qu'une heure, essayez d'arriver à une problématique et un plan, même s'il n'est pas forcément détaillé. Et puis, vous pouvez ensuite vérifier un peu comme, c'est pas vraiment un corrigé, mais vous pouvez vérifier euh, ce, que, euh, ce que propose le site pour voir si c'est cohérent, quoi. Après, le but, c'est pas de faire exactement comme le commentaire qui se trouve sur Internet, parce que c'est pas un mensonge hein, qu'on peut vraiment faire plein de commentaires différents et avoir des bonnes notes. De même qu'on peut faire plein de commentaires différents et avoir des sales notes. Mais c'est vrai qu'en termes Donc, de méthode, là, on a quelque chose d'assez complet, là. Hein, ah non, c'est très très, ouais, c'est de c'est bonne presque qualité, trop complet. franchement. Je dirais que Ah, c'est presque trop complet. Et le figure nous ouais, dit qu'on va passer du temps dessus. ouais. Donc, Et donc il y a de la méthode, mais il y a aussi juste des commentaires de texte qui pourraient tomber le jour du bac, quoi. C'est ça mon conseil principal. Après, évidemment, revoir les figures de style que vous connaissez déjà. N'allez pas en apprendre de nouvelles, c'est pas vraiment la peine. Reprenez déjà les bases. Donc une poignée de figures de style les plus courantes. Reprenez les mouvements littéraires les plus courants, mais c'est pas non plus la priorité parce qu'on ne fait pas un bon commentaire avec beaucoup de connaissances. ouais, On fait un bon commentaire avec de l'expérience du commentaire. ouais. Et puis Donc surtout, voilà, c'est pas sur vos connaissances. surtout, Ouais, il y a une tendance à être un peu trop, à se réfugier justement derrière les figures de style et à perdre de vue l'analyse. Dire, j'ai nommé, ouais, donc je sais que c'est bon, quoi. En gros. ouais, voilà. Pour le commentaire, il faut avoir un petit peu, bon, il faut travailler, il faut réviser, mais il faut avoir un petit peu cet esprit de j'y vais au talent quand même. C'est-à-dire, je fais confiance à mes intuitions. C'est ce que j'entends par j'y vais au talent. Ça ne veut pas dire j'y vais au talent, genre je bosse pas. Mais je fais confiance à mes intuitions et à ma capacité à lire et à comprendre le texte, aussi à en parler après, quoi. Ouais, et Voilà. d'ailleurs, c'est un truc qu'on retrouvera aussi avec la dissertation, même si ça se prévoit un peu plus à l'avance, Ouais, globalement le fait de se faire confiance, quoi. ouais, exact. Moi, je conseille la disserte. Hein. Je me cache pas que je conseille largement la disserte. Mais si jamais vous prenez pas la disserte, il faut quand même avoir bien travaillé le commentaire à l'avance. Hein. Ouais, Et là, si vous n'avez pas préparé la disserte depuis le début de l'année, ça y est, c'est trop tard. ça va être un peu Euh, tard. c'est pas en 6 jours, je pense que vous allez lire les 4 œuvres. Non, Ou vous allez les lire de travers. ouais, mais et puis ça sert à rien de faire des pronostics, même si Rimbaud, ça pourrait être tentant. Vous avez aucune idée de ce qui va tomber. De toute façon, c'est toujours des mauvaises intuitions. Ouais, ouais, exactement. Non, et pour le commentaire, là où éventuellement ceux qui n'auraient pas assez travaillé, ça peut être recommandé, c'était en soi en travaillant
l'esprit de l'oral, on travaille aussi l'esprit de l'écrit. Ouais, Puisque exact. on a l'habitude du commentaire, quoi. Ouais. Ouais, donc en fait, quand j'ai réfléchi, ma chaîne peut aider parce que j'ai mis des explications linéaires qui peuvent être utiles pour justement les procédés, pour voir comment analyser des passages précis, pour ne pas faire de la paraphrase, mais en faire des explications. Bon, alors il y a des commentaires sur les œuvres que vous avez bossées cette année, Colette, Rimbaud, Gargantua, et je sais plus lequel t'as pris en quatrième. Alors, le chat, je vous demande de commenter la miniature, la photo de profil de la chaîne. Parce que j'ai un avis très personnel dessus. Et... Mais j'ai aussi des explications linéaires sur des textes que vous n'avez pas travaillé cette année, et ça peut être intéressant aussi. Ouais, de Alors s'entraîner, peut-être de dernièrement, prendre le texte surtout à les l'avance. dissertes quand même. Ouais. Mais effectivement. Ah, Noah, t'as Noah de ton côté. Ah bah merci Noah, parce que tout le monde n'est pas d'accord. Apparemment, ça crée débat. Je vois que t'as repris la Lofi Girl de Media Class aussi. C'est pas la même, c'est pas la même. C'est pas la C'est une même. que j'ai Eh ouais. générée par IA. Donc Ça va faire ouais. ça va faire des choses Ouais, géniales, mais ça, l'IA. c'est C'est le pas futur, hein, à définitif, mes yeux. hein. Ça va être amené à changer. Mais du coup, Ouais. c'est pas mal parce que, alors, donc là, un petit. Bon, a priori, ceux qui vont travailler la disserte ne sont pas sur ce live, mais Mm. là, t'as quand même mis 3 dissertations qui sont en ligne directe Ouais. du sujet, quoi. Ouais, Voire dernièrement, ouais, 4 j'ai si on beaucoup prend. travaillé sur Colette, Rimbaud, et j'ai fait un peu de Gargantua. Si tu scrolles vers le bas, tu as des citations sur Gargantua et une correction de disserte une de mes élèves a faite. T'as Elle pas m'a fait autorisé à la corriger, donc j'en ai fait enfin, à la publier, donc j'ai publié la correction. un petit tips pour la progression de ta chaîne. Fais des playlists selon les œuvres. Ah ouais, en fait j'ai fait des playlists, mais pas selon les œuvres, selon les explications linéaires, dissertations. Mais ouais, t'as raison, Ouais. il faut que je fasse ça. Mais effectivement, là, il y a beaucoup, beaucoup de choses dans ce qu'on a travaillé, hein. Donc Ouais, là, ouais, c'est vrai. et en plus, il y a une méthode pour avoir 21 sur 20 en dissertation. Donc là, vraiment, je pense que... Ouais, ouais, ça c'est un peu menteur, ça. C'est un peu accrocheur. mais en tout cas, ok. Et Voilà, voilà. vas-y, vas-y. Après j'aurais deux, trois tips en plus euh, pour le commentaire auquel j'ai pensé pendant le live là. Alors, un qui peut surprendre un peu, ça sert pas à grand chose de réserver beaucoup de temps pour se relire à la fin. Ok, vous relisez à la fin, mais c'est pas à ce moment-là que vous corrigez vraiment vos fautes. Il faut se relire après vos paragraphes, après vos sous-parties, après vos intros. Donc en fait, j'écris mon intro, je relis l'intro. J'écris ma sous-partie, je relis ma sous-partie, etc. Et ensuite, ok, à la fin, je fais une relecture générale pour voir s'il reste encore des fautes. Mais en fait, il faut idéalement faire les deux. Idéalement, il faut faire les deux. Voilà. Ouais, et alors Donc, dans ouais. cet esprit-là, j'en profite pour que tu en parles. Moi, je leur disais plutôt effectivement de se relire plutôt à la fin parce que je sais à quel point ils ont une hantise de se relire et que c'est la chose qu'on déteste et que notamment il y en a qui auront fini à la fin. Alors si Noah, on est d'accord, c'est juste que moi je sais que je m'adresse à une classe qui est la vôtre. Euh, mais alors je vais juste reprendre hop, la capture d'écran. Euh, Parce que voilà. En gros, moi, globalement, ce que je leur dis par rapport aux commentaires, c'est de dire, par rapport aux commentaires et par rapport à tout devoir, c'est qu'il y a d'un côté la réflexion et de l'autre côté la rédaction. Et qu'il y a Ouais. entre les deux une frontière qu'on considère comme étanche, à savoir que une fois qu'on a réfléchi ici, qu'on a un plan détaillé, etc., on se concentre à fond sur la manière d'écrire. Et donc de ce point de vue-là, on n'apporte plus de nouvelles idées. En tout cas, on retourne au brouillon si jamais il y a une idée qui nous semble pertinente. On n'arrive pas, en improvisation au moment de la rédaction. Il faut que la rédaction, ce soit un moment de forte concentration sur comment je donne, comment je dis l'idée précise que j'ai. Et Ouais. effectivement, de ce point de vue-là, oui, l'idéal, c'est de se relire à chaque fin de de paragraphes, de grandes parties, de, de toutes ces choses-là pour voir qu'on est toujours dans la même cohérence. Et éventuellement, c'est ce qui va nous permettre de faire des bonnes phrases de transition pour passer
de l'un à l'autre et pour montrer qu'il y a bien une progression générale de notre devoir, quoi. Qu'on ne fait pas une simple accumulation, mais Ouais, que tout voilà. ça est cohérent. Mm. C'est vrai, l'avantage de se relire entre chaque sous-partie, c'est que comme ça, vous savez exactement où vous en êtes et vous pouvez plus facilement enchaîner. Donc je pense que vous êtes plus efficace, plus logique aussi dans votre progression. Et vous lire, ça va être plus agréable après. Voilà. Ouais. C'est vrai. Et puis globalement, au niveau de la répartition, c'est aussi, moi je leur disais de se relire à la fin pour se dire, parce qu'il y en a pas tant que ça qui ont le problème de passer trop de temps dessus. Il y en a Ouais. plus qui ont très envie de partir à la fin et qui se disent, bah, quand même 10 minutes d'avance, ce sera ça de gagner sur la liberté. Donc moi, c'est pour ça que je mettais une espèce de temps incompressible de 10 minutes pour se relire à la fin, ne serait-ce que pour pas être stressé par le fait de devoir finir en urgence et donc de rater sa conclusion. Mais ça, de toute façon, la conclusion, elle est écrite à l'avance aussi. Ouais, exactement. Non, mais t'as raison. En fait, il faut quand même garder cette espèce de marge d'erreur possible dans son timing, juste pour être sûr de pouvoir le dépasser au cas où. Vous savez, comme quand on a un train à prendre, on va en avance à la gare pour être sûr, en cas de couac, s'il y a un problème, de ne pas le rater, quoi. Voilà. Et comme pour en cours d'ailleurs. En cours, on arrive à Ouais. l'avance pour être sûr d'être à l'heure et de pas arriver des plombs en retard. Après, Noah a raison, c'est pas très grave. Non. Tu vois, je comprends ce qu'il dit dans le chat. Hein. Après, Noah, là où il est mal placé, bon, je vais l'afficher, mais c'est que Noah, c'est pas l'orthographe son problème. C'est plus la graphie. Ouais. Et Tenouzan ne s'y est pas trompé d'ailleurs. Il me semble que si on jette un œil avisé sur son travail, on va vite se rendre compte que au niveau de l'écriture, ça n'est pas ça. Mais Ouais, mais on croit que c'est pas si grave parce que le plus important c'est le fond, c'est ce qu'on raconte, mais en fait, faut essayer de régaler le correcteur, de le mettre à l'aise, et pour ça il faut vraiment, faut que tu soignes, Noah, faut que tu soignes ta graphie le plus possible. ouais, d'autant plus que ça peut jouer. C'est une correction sur ordinateur. En plus, ouais. Ouais. Et donc là, s'il faut qu'on zoome, s'il faut qu'on ait pas l'idée. Mais d'ailleurs, alors peut-être que j'en ai parlé avec lui, il était d'accord. Peut-être qu'on peut lire justement l'introduction de Noah, s'il est toujours d'accord. Pourquoi pas. On va voir si on y arrive, ouais. Alors si j'y arrive, je l'ai pas scanné. Je vais essayer de la lire. Et donc si j'y arrive, voilà. Alors, il est pas opposé. Mais voilà, en plus il est gender fluide, il se met au féminin. En plus opposé. Alors, est-ce que Clément t'arriverais à lire là déjà? J'essaie de te le mettre, ça va faire peut-être le point. Attends, faut que je mette en grand écran. Ah ouais, non, c'est impossible, mais c'est aussi parce que tu sais, t'es en miniature. Ah ouais, Alors, beaucoup de poètes remarquent tels qu'Arthur Rimbaud. Ouais, c'est un peu compliqué. voilà. Donc toi en tant que correcteur, à ce moment-là, tu t'es arrêté de corriger, on est d'accord? En fait, ouais, je mets une note au hasard à partir de la deuxième ligne. Voilà. Non, en réalité, ce qui va se passer, c'est qu'il va te lire, tu vas être lu, hein, surtout l'intro, le correcteur va bien te lire, il va aller au bout et tout, hein, c'est sûr, mais il va être fatigué et potentiellement un peu agacé, peut-être qu'il va pas bien saisir tout ce que tu veux dire, toute la finesse et l'intelligence de ton analyse, et ça c'est dommage, tu vois, ça va te desservir. Et sachez qu'en plus, voilà, Tenouzan qui est en mode troll. Non, en plus, ce qu'il faut savoir, c'est que les correcteurs ne sont pas dans des centres de correction. Ils sont potentiellement chez eux, avec leur gamin qui est en train de brailler, avec le repas à préparer, le bain à donner. Bon, voilà. C'est les vacances, ils ont envie de faire autre chose que de corriger des copies. Surtout, souvent, pour les correcteurs qui ont des enfants, les enfants sont en vacances. Donc, les copies sont en mal général, ils payées. passent pas beaucoup de temps sur les copies, donc faut être efficace. Ouais, D'où l'intérêt de soigner la l'intro. prépondérance de l'intro. Ouais, Oui, on a dit en même temps, je crois. Parce qu'il y en a qui vont noter que à l'intro. Qui vont dire, ça c'est une intro qui vaut 15. Et qui n'auront pas tourné la page. Alors, du coup, ce que je propose, c'est qu'on va lire l'intro et on va essayer de relever ce qui va pas, etc. Ouais. Donc, beaucoup de poètes renommés tels qu'Arthur Rimbaud tiennent leur inspiration de Victor Hugo,
notamment pour parler du voyage et de la nature. En 1856, Victor Hugo écrit Demain dès l'aube dans le recueil Les Contemplations. C'est un poème de 3 quatrains avec des rimes croisées écrites en alexandrin. Sa fille étant décédée, il lui adresse ce poème dans lequel il fait un voyage pour aller la voir. C'est donc à travers son voyage qu'il va nous décrire qu'il fera son deuil. Par... Wow. Bon, ça a l'air compliqué. Ah ben là... dans quelle mesure, à travers la description de son voyage, Victor Hugo fait-il son deuil? Nous parlerons donc d'abord de son voyage, puis de son voyage dans le deuil, et enfin du dépassement de la mort de sa fille. Bon, ce qui équivaut au deuil. Les trois disent un peu la même chose, mais bon. Alors, qu'est-ce que tu penses de cette intro, Clément? Alors, je pense qu'elle me semble pas mal. Franchement, elle me semble assez bien. Par contre, tu vas un peu vite. Enfin, cette intro va un petit peu vite, je trouve, à la problématique. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on passe très vite de Victor Hugo va faire un voyage à la problématique. Et d'ailleurs, la problématique m'a pas vraiment marqué. Après, c'est parce que j'ai bugué au début. C'est dans quelle mesure? Ouais, en fait, voilà. Il manque cette préparation de la problématique. Qui est toute la partie des enjeux, en fait. Exactement. Parce qu'il y a les des enjeux enjeux du texte. qu'il y a une problématique. Ouais. Et ouais. Mais bon, tu mettrais combien entre 4 et 5? C'est difficile à dire, mais non, c'est difficile parce que déjà je l'ai entendu. Normalement, un correcteur il l'a aussi sous les yeux, mais ça me donne l'idée d'une note moyenne qui serait, je vais donner une fourchette assez large, mais je sais pas, entre 8 et 12. Peut-être que le fait que comme tu l'as souligné, le plan se répète un peu. Me fait craindre quand même une dissertation qui est pas une dissertation, un commentaire qui est trop redondant, quoi, qui est pas assez tendu, tranchant. Mais il y a quand même de bons éléments. Et ah oui, il y a un petit truc, c'est pas une grande critique, mais une petite chose à ne pas faire et que beaucoup d'élèves font. Il faut faire attention à ne pas utiliser le futur en disserte, en commentaire non plus d'ailleurs, en commentaire ou en disserte. Par exemple, dans il va nous décrire. Donc il va nous décrire son parcours, son voyage. Il faut pas faire ça. En fait, le poème ou n'importe quel texte est à prendre au présent. Il nous décrit. Ouais. Oui, voilà. À l'inverse du futur qui peut être employé pour l'annonce de plan. Ouais. Nous verrons dans quelle mesure. Ouais. Après, honnêtement, j'ai été un peu dur en disant 8-12. Je pense que je pourrais aller au-delà, vu ce que j'ai entendu. Et il y a aussi une petite chose, j'ai beaucoup entendu le mot voyage. Ouais. Peut-être qu'il faudrait reformuler les choses, tu vois, parcours, cheminement. Ça. Pour qu'on comprenne la dimension métaphorique. Oui, il y a Noah qui a des problèmes sur ces parties. Donc, il y a cette dimension-là du voyage qu'il faudrait effectivement, à partir du moment où on a identifié qu'il y avait une métaphore, réussir à la nommer, en fait. Dire, c'est pas seulement un voyage, c'est un parcours de deuil, etc. J'ai vu qu'on avait, alors peut-être qu'il est parti du coup, puisqu'on n'est plus que 4. J'ai vu qu'il y avait Tenouzan qui était éventuellement dans le chat. J'ai sa copie sous les yeux. Donc si jamais il veut un commentaire par un prof éclairé, plus éclairé que le sien. Mais là, c'est vrai qu'on n'est pas nombreux. C'est un cours particulier. Ah bah oui. Et vous savez pas combien il est facture les cours, Clément. Hein. Là, je vous fais un cadeau. Là. Donc si Tenouzan est encore dans le chat et qu'il veut qu'on lise sa copie, sans sa confirmation, je le ferai pas, bien évidemment. Mais en attendant sa réponse, moi je peux donner un dernier conseil pour le commentaire, pour ceux qui sont encore là. On vous dit souvent, et on a raison, de faire attention au genre du texte pour l'analyser. Par exemple, au théâtre, soyez attentifs aux didascalies, à tout ce qui peut avoir tout ce qui a à voir avec la double énonciation, tout ce qui est propre à la mise en scène, au mouvement, au jeu des comédiens. Ça, c'est vrai. Il faut faire attention à ça et se mettre à la place du public qui voit la pièce sur scène. En poésie, il faut faire attention au vers, à la versification, etc. Tout ce qui est propre au vers. Mais en fait, il y a aussi autre chose. Enfin, je suis d'accord avec ça. Mais il faut aussi être attentif à ceux qui brisent les frontières entre les genres. Parce qu'un roman
peut avoir des parties très théâtrales ou très poétiques. Et de même, une poésie peut avoir des dialogues, donc être théâtrale. C'est le cas d'ailleurs chez Rimbaud parfois. Donc soyez attentifs à ça aussi parce que ça va rendre, ça va régaler votre correcteur. Il va adorer ce genre de petites choses, de dire ouais, il y a une dimension théâtrale dans ce récit ou il y a une dimension romanesque dans, je sais pas moi, dans cette pièce de théâtre. Les pièces de Victor Hugo, elles ont souvent des grandes dimensions romanesques. Les drames romantiques empruntent beaucoup au roman, par exemple. Oui, il faut Voilà. comprendre dans quelle mesure le texte est à la fois dans son genre et transgenre, finalement, et qui Voilà. transite dans les différents genres. Et c'est ce qui fait aussi que, de la même manière, moi j'ai tendance à dire de pas trop se concentrer sur le mouvement. Parce que si on n'en fait rien du mouvement, c'est pas intéressant en fait. Si on dit pas c'est un texte romantique donc qui va exalter les sentiments personnels, si on dit juste c'est un texte du mouvement du romantisme, c'est pas très intéressant. Ouais, c'est vrai, le mouvement, il faut en parler que si on a quelque chose d'intéressant à en dire. D'ailleurs, ça peut nous mener vers une fausse interprétation. Si on classe un auteur dans tel mouvement et en fait on tombe sur un texte de cet auteur qui n'a rien à voir avec ce mouvement, parce que les auteurs ont parfois des histoires, des manières d'écrire qui changent énormément dans leur vie et qui les rendent un peu inclassables, parfois ça peut nous mener à des erreurs. Il ne faut pas se focaliser sur ce que vous savez des mouvements littéraires. Et je pense qu'on va terminer là-dessus, puisque Thénouzane est parti, tristement parti. Mais du coup, on se retrouve. Bon, là, pareil, ça va pas concerner ceux qui sont là, puisqu'ils étaient là pour le commentaire, mais on te retrouve dimanche pour la disserte. Normalement. Ouais, après, ceux qui veulent revoir un texte au Guesser ou ceux qui veulent encore des conseils de rédaction, oui. ça peut valoir le coup de revenir. De toute façon, on les invite. Surtout que je pense que ceux qui sont là sont dans tous les cas les plus assidus. Donc si eux ne viennent pas, les plus motivés. Il n'y aura pas grand monde. Après, bon, je l'ai fait pendant Roland Garros. Je savais à quoi je m'exposais. Mais voilà, on va... voilà, la Remarkable est out of battery. C'est le signe qu'il faut s'arrêter. Écoute, merci beaucoup d'être passé. On rappelle ta chaîne. Ouais, merci à toi, merci au chat. Les disserteurs, hop, là, avec la miniature dégueu. Et et puis on dit à dimanche tout le monde. Et, ciao. Salut tout le monde, salut Noah.